Donc bonjour à tous, vous m'entendez tous bien? C'est pas trop... merci d'être là en cette chaude matinée. Et effectivement, merci Véronique pour l'introduction. Donc effectivement, je ne sais pas si j'ai bien tourné ou mal tourné, mais c'est vrai que de ces temps-ci, la recherche occupe l'essentiel de mon activité. Mais c'est un plaisir de venir ici partager ces connaissances et la recherche qu'on fait dans donc le laboratoire de chimie et biologie des métaux, qui est une unité mixte de recherche entre l'université Grenoble-Alpes, le CNRS et donc le CEA de l'autre côté de la ville. Et puis, donc ce laboratoire, le LCBM, fait partie d'un laboratoire d'excellence, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, d'un laboratoire d'excellence qui regroupe 7 laboratoires qui développent de la chimie moléculaire essentiellement sur Grenoble, et vous avez pu, pour certains d'entre vous, visiter le DPM, le département de pharmacochimie moléculaire, et le laboratoire CIMES, qui héberge la start-up Aribal, hier, donc qui sont tous les deux également partie de ce laboratoire d'excellence qui permet de favoriser les échanges pour une chimie bio-inspirée et bio-ciblée donc, à Grenoble. Et puis j'ai mis ici le logo d'une initiative européenne dont je vous parlerai tout à l'heure, qui s'appelle Sunrise, qui vise à essayer de promouvoir en fait, au niveau européen des recherches plutôt appliquées sur le long terme, enfin, en partant du fondamental et en allant vers l'appliqué, pour essayer de promouvoir l'utilisation de l'énergie solaire pour réaliser une économie circulaire, et c'est ce qu'en français on peut appeler la chimie solaire. Alors je vais effectivement prendre beaucoup d'exemples de ma recherche qui concerne l'hydrogène. Je sais que hier vous avez eu une présentation par Thierry Priem de la filière hydrogène. J'ai l'impression que le micro de temps en temps lâche, non? Ouais, peut-être que c'est mieux comme ça. D'accord. Donc oui, vous avez hier une présentation de Thierry Priem. Donc je vais vous parler de ce que l'on fait dans la continuité, en fait, peut-être plus de recherche amont par rapport à ce qu'il vous a présenté hier. Mais je vais faire une introduction qui va parler de la valorisation du CO2 dans le cadre de cette économie circulaire. Merci. Alors... Donc voilà, en gros, le plan de mon exposé. On va d'abord parler du défi énergétique global. J'ai un peu raccourci cette partie sur l'économie de l'hydrogène, puisque hier vous avez eu un exposé. Et puis ensuite, je vais vous parler de catalyse, d'approches biomimétiques et bio-inspirées pour cette catalyse, de comment on peut transférer ces approches biomimétiques et bio-inspirées à des choses un petit peu plus technologiques. Et puis je terminerai par vous parler de photosynthèse artificielle et de chimie solaire. Alors, ça, c'est le défi énergétique tel qu'on peut le voir. Ce n'est pas des chiffres qui sont très récents, ça date en gros de 2012. Ceci dit, ça n'a pas énormément évolué. Vous avez ici la situation actuelle qui est exprimée en terawatts, donc un terajoule par seconde en fait. Et c'était 2010, on était à 17 terawatts, on n'a pas beaucoup évolué. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en 2050, les prévisions qui incluent toutes les économies d'énergie qu'on va pouvoir faire dans les pays industrialisés, c'est 30 terawatts, donc environ le double. Et ça, c'est notamment pour prendre en compte le développement des continents qui sont en cours de développement, donc notamment l'Afrique, l'Asie et l'Amérique du Sud, qui vont se développer. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'aujourd'hui, on utilise énormément de carburants fossiles pour plus de 80% de notre économie, et que ces carburants fossiles, on sait qu'on ne va pas pouvoir en exploiter beaucoup plus. Donc, je ne discute pas de la pertinence d'en exploiter plus, mais on sait déjà qu'on ne peut pas en exploiter plus, et donc il va falloir remplir cette case blanche avec quelque chose d'autre. Aujourd'hui, on voit ici qu'en plus des carburants fossiles, on a du nucléaire en France, et puis des choses qu'on va appeler renouvelables, l'hydroélectrique, la biomasse, et dans les autres, il y a le solaire et le photovoltaïque, qui croissent à une vitesse très très importante. Et c'est clair qu'on peut penser que le solaire et le photovoltaïque, d'ici 2030-2035, vont pouvoir être au même niveau que les carburants fossiles si on continue au rythme actuel. Si on prend ça en compte, si on se dit voilà, on va développer le solaire et l'éolien massivement,
eh bien, là, on a un autre problème. C'est qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, on utilise essentiellement l'énergie sous forme de carburant. Dans nos véhicules, essentiellement, pour le chauffage également. Et finalement, l'électricité, alors la France est un cas un petit peu particulier, mais au niveau mondial, l'électricité, ce n'est que 17% de l'énergie finale qu'on utilise au jour le jour. Et donc, si on regarde ces nouvelles technologies, l'éolien et le photovoltaïque qu'on est en train de développer, ben, tout ça, ça fait de l'électricité. Donc on a un problème, et vous avez entendu parler de smart grid, c'est qu'on a un problème, c'est que l'électricité, pour l'instant, on sait la stocker, on va dire, à des échelles raisonnables. Mais on ne sait pas la stocker massivement à l'échelle du terawatt, comme on voit ici. Et c'est ça vraiment le problème qu'on a en face de nous. C'est vraiment ça qui freine le développement des énergies renouvelables. Vous avez entendu parler des blackouts potentiels. S'il y a trop de vent à un moment donné et qu'on installe beaucoup d'éoliennes en mer du Nord et qu'il y a trop de vent, eh ben, les réseaux ne suivent pas et puis on peut avoir carrément un shutdown complet au niveau européen. Ça arrive aux États-Unis, pourquoi ça n'arriverait pas chez nous si on fait ça? Alors, ça c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que vous voyez que là ici vous avez l'énergie solaire par heure et non pas par an. Donc c'est un petit calcul un petit peu spécial. Mais vous voyez qu'en une heure, en fait, le soleil envoie sur Terre assez d'énergie pour couvrir en fait nos besoins annuels. Donc ça c'est la bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème d'énergie, on a assez d'énergie. Il faut juste qu'on arrive à être capable d'utiliser cette énergie solaire qui est renouvelable par définition. Et qu'on arrive à la stocker. Par exemple, là ici vous avez ce que la photosynthèse naturelle est capable de stocker par an, avec un rendement d'environ 1% de stockage d'énergie chimique, hein, parce que les organismes vivants ils font plein d'autres choses qui ne sont pas à viser de stockage de l'énergie, ils vivent déjà pour commencer, ils se reproduisent, mais le stockage de l'énergie, donc sous forme de biomasse, c'est 125 terawatts, c'est-à-dire, vous voyez, plus de 10 fois plus, enfin presque 8 fois ce dont on a besoin aujourd'hui. Donc, la conclusion, c'est que l'énergie solaire est clairement la ressource renouvelable la plus abondante, et de loin. Le problème, c'est qu'elle est diluée, et qu'elle est intermittente, et que si on sait convertir cette énergie solaire en électricité, l'électricité c'est un vecteur énergétique et on ne sait pas le stocker durablement. Et donc en fait, ce dont on a besoin, c'est de stocker cette électricité sous une forme d'un carburant, ce qu'on appelle le stockage chimique, donc dans les liaisons entre atomes. Alors là ici, je vous ai mis une petite c'est pris d'une publicité de Nissan qui dit que en fait, qui dit que finalement l'électricité c'est le carburant en fait. Bon, c'est sûr que pour une voiture électrique, pour votre trajet journalier, c'est votre carburant, mais ça va bien à l'échelle de la journée. On n'est pas en train de parler de stockage intersaisonnier ou de stockage à grande échelle. Donc c'est à peu près la même chose que je vous ai remis ici. On a besoin de concentrer et de stocker cette énergie renouvelable sous forme de liaison chimique, et il y a plusieurs options. Je vous ai mis ici un certain nombre, d'ailleurs une comparaison de la quantité d'énergie qu'on peut stocker dans 1 kg de batterie lithium-ion. Alors, c'est des chiffres qui n'incluent peut-être pas les dernières Tesla, mais vous voyez qu'entre les batteries, l'essence ou l'hydrogène, on a 1 à 2 ordres de grandeur suivant comment on compte les kilogrammes et comment on compte l'enveloppe, puisque de l'essence, il faut la mettre dans un réservoir, et l'hydrogène, il faut la mettre dans un réservoir encore, vous avez vu hier, encore plus massique, donc il faut tout bien calculer, mais vous avez quand même au moins un ordre de grandeur de différence entre ces deux solutions. Alors on peut stocker l'énergie sous forme de liaison chimique en produisant de l'hydrogène, je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails, vous avez vu ça hier, ou on peut recycler le dioxyde de carbone et produire des carburants liquides. Là ici, il y a quand même un avantage, c'est qu'on a déjà tout le système de distribution qui est disponible, les moteurs existent, toute l'infrastructure est là, et en fait, soyons réalistes,
c'est quand même plus simple de mettre un liquide dans un jerrycan que d'aller remplir une énorme bonbonne. Ça prend du temps, c'est du gaz, c'est sous pression. Donc c'est sûr qu'il y a un intérêt pratique évident à aller vers des carburants liquides. On peut également envisager d'utiliser ces technologies pour produire, désolé celui-là je ne l'ai pas traduit, pour produire tous les produits chimiques, on dit de commodité, donc les produits chimiques classiques dont on a besoin tous les jours, pour faire les polymères, pour faire les engrais, pour faire et puis toute la chimie fine qu'il y a derrière. Et d'ailleurs, on peut envisager de faire ça soit directement, j'ai des piles qui... soit via une production initiale d'hydrogène qui va nous permettre ensuite d'aller produire ces produits chimiques, ou d'ailleurs l'hydrogène peut permettre de recycler le CO2, et ça je vais le détailler un petit peu ensuite. Aujourd'hui l'hydrogène, je ne sais pas si Thierry Priet m'en a parlé hier, c'est 50 millions de tonnes par an, c'est beaucoup et en même temps c'est peu. Et c'est essentiellement utilisé pour le raffinage du pétrole, pour la synthèse de l'ammoniac, qui, vous le savez, est le précurseur des engrais, parce qu'en fait, c'est quand même un peu une gabegie, c'est qu'on produit de l'ammoniac et ensuite on l'oxyde en nitrate, voilà, mais c'est la manière qu'on a trouvée de plus simple, et on s'en sert également pour faire du méthanol et des hydrocarbures, mais ça, c'est des petites applications, c'est essentiellement ces deux-là qui sont les applications principales. Alors, le problème, c'est qu'il va falloir... donc là, je parlais de ce qu'on fait avec l'hydrogène. Et là, maintenant, je vais venir avec ce qu'il faudrait faire avec le CO2. Et je vous engage à regarder ce rapport spécial du GIEC sur les recommandations pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que tous les modèles qui ont été étudiés, donc là vous avez l'ensemble des modèles, prévoient qu'on est obligé d'arriver à des émissions négatives à des périodes qui varient entre, je ne vois pas bien, mais c'est 2050 ou 2065. Donc en gros, il faut qu'on soit capable d'arrêter de mettre du CO2 dans l'atmosphère, il faut qu'on soit capable d'en capter. Et ça, c'est quand même un grand défi parce que, comme vous le savez, pour l'instant, on est plutôt en train de continuer à augmenter. Alors, il n'y a pas 36 solutions. Là, j'ai pris un exemple. Clairement, une des solutions simples, c'est d'arrêter de prendre le carbone qui est sous le sol et d'arrêter de le sortir. Alors, vous avez plein de gens qui vous disent que oui, on peut continuer à le sortir pourvu qu'on remette le CO2 en stockage géochimique profond. C'est une solution qui est développée à l'heure actuelle. Alors ma position là, ce n'est que ma position, c'est que ce n'est que trouver une poubelle un peu plus grosse que celle qu'on a à l'heure actuelle, c'est-à-dire l'atmosphère, en espérant qu'elle ne fuira pas et qu'on pourra continuer à finir d'épuiser ce qu'on a de disponible. Et puis en fait, ça ne fait que repousser le problème d'une certaine manière, de quelques centaines d'années. Ce n'est pas forcément la solution à suivre. Ce qui est clair, c'est qu'il faut d'abord aller vers la sobriété énergétique, utiliser les énergies renouvelables et faire de l'immobilité. La mobilité hydrogène, vous en avez parlé hier beaucoup, de remplacer tout ce qui est, création de chaleur, notamment industrielle, qui sont faits par des turbines à gaz à l'heure actuelle, par des pompes à chaleur et du chauffage électrique. Et puis ensuite, il faut essayer de regarder ce qu'on peut faire de plus. Vous voyez ici 4 scénarios extrêmes qui sont dans ce rapport du GIEC. Le premier dit qu'on va mettre sobriété toute, on va diminuer de 40% toutes nos émissions, toutes nos dépenses d'énergie. Et donc, ça permet d'éviter de faire, vous voyez, en rouge et surtout en jaune. En jaune, c'est le stockage géologique profond. Ça permet d'éviter d'en faire. Et en fait, il y a juste le rouge qui est la modification de nos pratiques agricoles. En gros, on va faire un peu plus de biomasse, on va arrêter de faire de la déforestation et on devrait résoudre les problèmes. Ça, c'est un des scénarios extrêmes. Et puis, vous avez d'autres scénarios qui, vous voyez, le jaune là est très très important, où on va faire énormément de stockage profond de CO2. Mais dans tous les cas, vous voyez que pour que la courbe globale, qui est la courbe en bleu ici, devienne négative vers 2060, il faut faire du stockage et il faut en même temps supprimer
en gris l'utilisation des carburants fossiles et de l'industrie fossile. Donc ça c'est dans toutes les prédictions. Alors, vous voyez que les prédictions laissent une petite partie d'énergie fossile parce qu'on va quand même en avoir besoin. On ne peut pas imaginer qu'on va complètement arrêter d'utiliser ces carburants fossiles. Mais enfin, ce qu'on a besoin, c'est des carburants carbonés qu'on utilise au jour le jour. Mais ces scénarios, pour l'instant, n'intègrent pas du tout les procédés qu'on appelle CCU, Carbon Capture and Utilization, c'est-à-dire qu'on va non seulement capter du CO2, mais on ne va pas juste le stocker. Une fois qu'on l'a capté, vu qu'on a dépensé quand même pas mal d'argent pour le capter de l'atmosphère ou des points de production, une fois qu'on l'a capté, on va l'utiliser et on va le transformer dans les produits qu'on souhaite faire. Et donc ça, c'est pour l'instant pas du tout dans les scénarios. Et c'est ce qu'on souhaite faire dans cette initiative, donc qui s'appelle Sunrise, où vous voyez que l'idée, c'est qu'une fois qu'on l'a capté, on veut développer une série de technologies, et je vais vous les présenter un petit peu ensuite, pour transformer cette énergie solaire, enfin ce CO2 qu'on a capté, avec l'énergie solaire, dans toute une série de carburants et de produits chimiques de commodité. Et vous voyez que dans le plan qui est prévu, c'est d'aller vers une émission négative vers 2065, mais pour que ça soit possible, comme il faut 30 ans pour développer une révolution technologique, ben, il faut commencer vraiment maintenant avec des premiers démonstrateurs dans les 10 ans à venir. Alors si vous êtes intéressé, vous avez ici une petite vidéo un peu de promotion que je ne vais pas vous passer, mais qui donne envie. Enfin, ou pas, vous me direz. Donc, quel est le scénario? Le scénario actuel, c'est celui-là. On utilise essentiellement les carburants fossiles pour faire... Alors là, je parle plus des carburants... excusez-moi. On utilise essentiellement les ressources fossiles pour produire tous les produits chimiques dont on a besoin. Et ce graphique n'est que pour l'industrie chimique, c'est-à-dire en gros 40-45% des émissions de CO2. Finalement, si vous regardez, c'est d'ailleurs assez étonnant, les transports en tant que tels, c'est moins de 20% des émissions. Alors je dis moins, le chiffre est assez compliqué à avoir parce que l'aviation internationale, par définition comme elle est internationale, elle est dans aucun bilan d'aucun pays. Donc en fait, c'est une manière c'est pas compté dans les émissions des pays. Il y a l'aviation nationale dans les émissions des pays, mais alors quand vous avez l'Europe, vous avez les vols à l'intérieur de l'Europe, mais vous n'avez jamais les vols entre les différents continents et tout ça. Donc ça c'est un petit peu compliqué, mais c'est pour ça que je dis moins de 20%, il y a des chiffres qui sont à 14%, ça dépend. Mais donc l'essentiel, ça reste quand même notre industrie qui utilise beaucoup de ressources fossiles. Et une des solutions qui est proposée et qui utilise essentiellement des technologies très matures de catalyse vise, vous voyez c'est en vert ici, à faire de l'hydrogène par électrolyse. Donc là on parle de production massive d'hydrogène. Alors c'est un petit parce que c'est un graphique qui est massique. Donc forcément l'hydrogène, même si vous en faites beaucoup, comme c'est 2 grammes par mol, par rapport au CO2, le ratio est faible. Donc là c'est un graphique qui montre les masses. Vous avez l'eau qui sort en gris ici. Et voilà, et donc ça c'est un procédé où avec de l'hydrogène, vous voyez, on fait essentiellement du méthanol. Et avec le méthanol, on sait aujourd'hui faire tous les produits. Et là vous avez les 20 produits chimiques de commodité, donc les 20 produits chimiques les plus importants. Donc ça c'est une solution. Il y a d'autres diagrammes un peu plus compliqués qui ne basent pas uniquement la synthèse de ces produits sur la production de méthanol et qui utilisent d'autres intermédiaires que vous avez qui sont listés ici. Il y a du méthane, il y a de l'éthylène, il y a du propylène, là ici c'est des benzène, toluène, xylène. Donc voilà, ça commence à venir, mais vous voyez que l'hydrogène est central et que peut-être on peut également développer d'autres technologies qui vont, notamment par électrochimie, dans des électrolyseurs qui restent à développer, produire directement de l'éthylène ou de l'éthanol ou du méthane à partir de CO2. Et donc ça, c'est des technologies
qui reste à développer. Un intermédiaire qui va être clé, c'est le gaz de synthèse, le syngas, puisque à partir du syngas, on peut faire beaucoup de choses. Donc là, ici, j'ai résumé une étude que je trouve pas si mal faite, qui est assez récente et qui essaye de regarder, donc c'est une analyse techno-économique, qui essaye de regarder quand est-ce que ces technologies dont je vous parle, et donc qui sont listées ici, vous voyez que vous avez de l'électrolyse essentiellement, et ensuite des fois des réactions qui suivent l'électrolyse, donc notamment si on fait du syngas, on va faire derrière du Fischer-Tropsch pour faire des carburants pour l'aviation, des renewable diesel, ou alors on va pouvoir faire du méthanol par catalyse hétérogène classique à partir de syngas ou d'hydrogène et de CO2. Et vous voyez que, en gros, alors il faut aller dans les détails de l'article, et en fait, quelque chose qui est très important, c'est le prix du CO2. C'est-à-dire, est-ce qu'il est taxé, est-ce qu'il n'est pas taxé, est-ce qu'on l'extrait de l'atmosphère, auquel cas, à l'heure actuelle, ça peut coûter jusqu'à 1 000 $ la tonne, ou est-ce qu'on le prend d'une source, c'est-à-dire à la sortie d'une cimenterie, où là, il est beaucoup moins cher, et en gros, il est presque même gratuit, il faut juste le purifier. Mais vous voyez que, et donc ça c'est les courbes en foncé ou en clair selon qu'on est optimiste ou pessimiste. Mais vous voyez que la situation actuelle sur les prix est indiquée en bleu ici. Et en 2050, avec l'évolution de la technologie, vous voyez que pour la production d'hydrogène par électrolyse haute température, je ne sais pas si ça a été présenté hier, je pense que oui, par Thierry Priem, vous voyez que là on peut se dire que l'hydrogène par électrolyse haute température sera viable économiquement. Et quand on dit là économiquement, c'est au prix de l'hydrogène actuel, c'est-à-dire par rapport à la production d'hydrogène que l'on réalise aujourd'hui par réformage catalytique du méthane. Et vous voyez que d'une certaine manière, le méthanol, c'est pas sûr, mais les carburants pour l'aviation, les carburants pour, enfin les diesels en fait de manière générale, pourraient être viables en 2050 à partir d'hydrogène, de syngas et de procédés catalytiques. Donc ça c'est quand même une relativement bonne nouvelle. Je pense qu'on a besoin également d'un vrai soutien de la population pour aller vers ces technologies et pour pousser ces technologies. S'il n'y a pas un investissement, une décision politique et un investissement d'investir dans la recherche, il ne va pas se passer grand-chose. Alors, je ne vais pas passer, là j'avais prévu de vous... Alors, j'ai un problème de pile. J'avais prévu de vous mettre les différentes technologies d'hydrogène. Je ne vais pas aller dans le détail puisque ça a dû normalement être couvert hier. Vous avez différents systèmes de piles à combustible et d'électrolyseurs. Et en fait, le message de cette diapositive, c'est de dire que, en gros, les technologies à membrane échangeuse de protons, parce qu'elles sont compactes, parce qu'elles supportent des variations de puissance et des intermittences de fonctionnement, ce sont les plus à même à être couplées aux convertisseurs d'énergie renouvelable primaire, donc l'éolien et le photovoltaïque. Par contre, vous avez le problème, c'est que comme ces dispositifs fonctionnent à pH acide, il vous faut des catalyseurs stables, et pour l'instant, ce sont des catalyseurs à base de métaux nobles. Alors, c'est là-dessus c'est dans cette optique que je vais continuer. Alors, je vous ai représenté la réaction de production d'hydrogène. Je vais me concentrer sur cette réaction-là. Il y a l'autre, dans une pile, dans un électrolyseur, il y a l'autre réaction d'oxydation de l'eau qui présente les mêmes défis et peut-être même encore plus importants, mais ce n'est pas là-dessus que je travaille, donc je vais me focaliser sur la réaction de production d'hydrogène. Cette réaction, elle est caractérisée par deux grandeurs. C'est sa vitesse qu'on va pouvoir mesurer avec le courant I, puisque c'est des électrons par seconde qui traversent l'électrode, et puis l'énergie à laquelle elle se fait, alors qu'on va pouvoir quantifier par le potentiel électrochimique E. Vous savez, enfin, on parle d'énergie, c'est un abus de langage puisqu'il faut deux électrodes et que l'énergie, ça va être la différence de potentiel. Mais ce qui va nous permettre de quantifier cette demi-réaction, c'est bien son potentiel électrochimique. Courbe intensité potentielle, vous devez un petit peu connaître. Enfin, je ne sais pas si c'est encore au programme. Moi, c'était à la toute fin de l'aspect, mais ça y est encore.
En fait, le courant qu'on mesure à une électrode dépend du potentiel. Et il y a un terme qui est important de voir, c'est la surtension, c'est-à-dire la différence qu'on a entre le potentiel ou la tension appliquée et puis l'équilibre thermodynamique, c'est-à-dire le potentiel d'équilibre. Alors vous avez plusieurs types de catalyse. La catalyse peut être réversible, c'est le cas de la courbe bleue. Elle est réversible, on peut faire la catalyse, vous avez les courants dans les deux sens. On n'a pas précisé quelle était la réaction, mais admettons que ici vous avez l'oxydation de l'hydrogène et ici vous avez la production d'hydrogène. La réaction peut être faite dans les deux sens et si vous changez juste le potentiel appliqué autour du potentiel thermodynamique, le potentiel redox, vous allez avoir la réaction qui va aller dans un sens ou dans l'autre. Donc c'est le cas idéal, c'est le cas du platine. Après, vous avez le cas de la courbe rouge où finalement, vous voyez que vous avez besoin d'appliquer une tension un petit peu supérieure, donc une surtension, pour observer une vitesse de catalyse caractérisée par un courant I significatif dans une région ou une autre. Et là, c'est un cas idéal où tout est symétrique, mais les courants maximaux ne sont pas forcément les mêmes dans les deux directions. Vous pouvez même avoir, sur certaines électrodes, vous avez du courant que dans un sens, parce que la catalyse se fait que dans un sens. Je vous ai mis ici un exemple de travaux de mon laboratoire. Vous voyez que suivant le catalyseur, et je vais vous présenter ces catalyseurs un peu plus loin, suivant les catalyseurs, vous pouvez avoir des comportements très différents, avec ici une oxydation assez importante et quasiment pas de réduction catalytique. Et puis dans l'autre cas, plus de réduction catalytique que d'oxydation, et tous les cas sont possibles. Hop. Alors, comme je vous l'ai dit, donc dans un dispositif, vous avez ces deux courbes intensité potentielle, donc celle de l'anode et celle de la cathode qui entrent en jeu. Est-ce qu'il faut que je rentre dans les détails ou est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors, parce que je parle d'anode et de cathode, donc on est bien d'accord que l'anode d'un électrolyseur et la cathode de la pile à combustible et réciproquement. Ce que j'ai essayé de représenter ici, c'est que, alors je ne sais pas ce que fait ce E bleu ici, c'est que en fait, pour l'électrolyse, vous devez appliquer un potentiel en rouge pour décomposer l'eau, c'est l'exemple ici, en oxygène et en hydrogène. Et forcément, avec ce diagramme, on voit très bien que lorsqu'on va faire fonctionner le même dispositif en mode pile à combustible, vous êtes maintenant sur du bleu et vous allez récupérer une énergie, une différence de potentiel plus faible. Donc le rendement, forcément, il va être plus faible. Et si on ne prend que les caractéristiques des catalyseurs, eh bien, plus vos catalyseurs vont être réversibles, c'est-à-dire plus vous allez avoir des choses droites ici, plus le rendement, meilleur va être le rendement. Alors à l'heure actuelle, la partie oxydation, il n'existe pas de catalyseur réversible. C'est-à-dire que vous avez toujours cette situation-là avec des surtensions qui varient entre 150 et 400 millivolts, donc c'est quand même des valeurs relativement importantes. 150, c'est le mieux avec l'oxyde d'iridium. Et puis pour l'électrolyse, normalement, avec le platine, vous avez un système relativement réversible. Donc la plupart des gens qui travaillent sur ces dispositifs, et c'était peut-être le message d'hier de Thierry Priem, c'est que l'essentiel du travail des technologues, c'est de travailler sur la partie oxydation de l'eau. Maintenant, on va le voir, ça dépend si vous regardez un peu plus loin, le platine, c'est aussi un problème. Et ce qui est assez intéressant de voir, c'est que la puissance du dispositif va dépendre du régime de fonctionnement. Si vous voulez des forts courants, vous allez récupérer des tensions plus faibles sur une pile à combustible, ou vous allez devoir appliquer un potentiel plus important sur un électrolyseur. Alors, tout ça pour nous dire que, en fait, excusez-moi, ces courbes, c'est en fait des courbes qui représentent comment la cinétique varie en fonction de la thermodynamique. Et donc, ça nous amène directement au problème de la catalyse. C'est-à-dire, si vous voulez améliorer la cinétique, la thermodynamique, on est tous d'accord, c'est un des trucs sur lesquels je pense que tout le monde est d'accord, la thermodynamique, on ne peut pas trop y toucher. Mais la cinétique, on peut essayer de l'améliorer. Et en fait, quand on regarde la production d'hydrogène, vous savez tous que le couple H plus H2, son équilibre est à 0 volt versus l'électrode standard à hydrogène, d'ailleurs par définition. Si maintenant vous voulez mettre un électron dans un proton et faire un atome d'hydrogène,
thermodynamiquement, il faut que vous appliquiez un potentiel de moins 2,29 volts. C'est quand même très, très négatif. Si vous voulez faire un hydrure, c'est-à-dire mettre 2 électrons d'un coup, c'est moins 1 volt. Donc, c'est aussi très négatif puisque l'énergie complète d'un électrolyseur, c'est 1,23 volts, hein, la différence entre les couples de l'eau et les deux couples de l'eau. Donc, l'idée de la catalyse, c'est de stabiliser ces intermédiaires. C'est-à-dire, si vous les stabilisez, vous allez avoir à mettre moins d'énergie pour les réduire. Ça c'est l'intermédiaire réduit. Vous allez à fournir moins d'énergie pour le former. Ça, je pense que je peux aller relativement vite sur ce qu'est un catalyseur. Hein. C'est une espèce qui modifie la cinétique sans modifier la thermodynamique. Et à l'heure actuelle, en fait, c'est les métaux nobles qui sont les catalyseurs les plus efficaces pour catalyser cette réaction. Alors là, ça c'est des courbes qu'on appelle des courbes en volcan, qui finalement représentent, c'est écrit, c'est la densité de courant d'échange, c'est-à-dire le courant divisé par la surface, la densité de courant, et d'échange, ça veut dire c'est ce qui se passe, c'est ce qui est mesuré à l'équilibre thermodynamique. Vous savez que même si, quand vous avez un équilibre, même si vous vous placez à l'équilibre, à l'équilibre thermodynamique, vous avez toujours un courant dans un sens et un courant dans l'autre sens. Donc on peut extrapoler, ça vous dit quelque chose, c'est les courbes de Tafel, c'est les extrapolations de Tafel. On peut extrapoler le courant théorique à l'équilibre et puis le reporter sur ces graphes. Et vous voyez que c'est le platine qui est le meilleur. On le relie à deux choses. Un mécanisme assez spécifique où vous avez en fait création d'atomes d'hydrogène par réduction des protons, et ces atomes d'hydrogène sont mobiles à la surface et à un moment donné ils peuvent se rencontrer et donc produire la molécule d'hydrogène. Et puis ce qui est très important, c'est que donc, ces atomes d'hydrogène ici, l'énergie de liaison entre l'atome d'hydrogène et la surface est finalement, dans le cas des métaux nobles, idéale, c'est-à-dire elle est ni trop forte ni trop faible. Et ça, c'est le principe de Sabatier en catalyse, qui dit que, en gros, si l'intermédiaire que vous formez est trop stable, en fait, vous allez le former et puis il ne va pas réagir. Si par contre, il n'est pas assez stable, vous n'allez pas en former assez. Et donc, la catalyse, c'est en fait le bon équilibre entre former suffisamment de cet intermédiaire et puis ne pas avoir un intermédiaire suffisamment réactif. Et donc c'est avec ces métaux nobles ici que c'est idéal. Alors le problème de ces métaux nobles, c'est qu'ils sont relativement chers. Vous voyez ici la courbe que j'ai réactualisée. Alors ça ne va pas trop dans mon propos parce que vous voyez, elle est en train de descendre. Et je ne sais pas exactement pourquoi elle est en train de descendre. Cette grande chute ici, c'est la crise de 2008. Où en fait beaucoup d'industries automobiles ont fermé et il y a eu une baisse de la vente de véhicules, et en fait le platine est essentiellement utilisé, comme les autres métaux nobles en fait, dans les pots catalytiques. Donc en fait ça, c'est cette raison-là, ça avait bien repris, et puis là ça diminue pour des raisons que je dois avouer, j'ai pas été regardé. Mais bon, les prix restent quand même relativement élevés, et en fait à l'heure actuelle, Thierry Priem a dû vous le montrer, on utilise essentiellement le platine sous forme de nanoparticules, de manière à limiter la quantité de platine qu'on met et à l'utiliser au mieux. Le problème, c'est que ça, c'est au détriment d'une stabilité. Moins on en met, plus on a des problèmes de stabilité. Et en fait, le modèle, je ne sais pas si c'était le message de Thierry hier, le modèle, c'est que l'utilisation de ces métaux nobles est viable économiquement si on arrive à diminuer la quantité actuelle par 10, c'est-à-dire en fait arriver à 2-3 grammes par véhicule, et c'est ce qu'on met dans les pots catalytiques actuels. Donc ça, on sait qu'on sait faire et que ça ne modifie pas l'économie. Je vous ai mis ici quelques chiffres qui sont extraits de ce papier ici, qui refait un petit peu, qui est assez général d'ailleurs, qui n'est pas que sur le platine. Alors c'est un peu ancien, mais je trouve que le papier est bien écrit. Il fait métaux par métaux, en fait, pourquoi ils sont utilisés et quels sont les problèmes, et notamment en termes de rareté et de criticité. En fait, aujourd'hui, on extrait 200 tonnes de platine chaque année au niveau mondial. C'est pas énorme. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un sous-produit d'extraction d'autres métaux comme le nickel, le cobalt. Et donc,
Et donc, on n'extrait pas le platine pour extraire le platine. En fait, on extrait d'abord l'autre métal et puis on purifie le platine derrière. Si on fait un petit calcul qu'on a besoin de 30 grammes par véhicule, ce qui est à peu près l'état de l'art actuel, on aura besoin, si on veut équiper l'ensemble du stock, on a besoin de 75 ans d'extraction. Donc là, on utilise tout le platine pendant 75 ans pour ça. Et alors, dans cet article de Gordon, ils disent que le recyclage du platine est de 50%. Alors, je sais que hier, le chiffre de 90% a été amené. C'est toujours la différence entre ce qu'on peut faire et ce qu'on fait vraiment dans la vraie vie. Mais si on prend 50%, au bout de 15 ans, c'est-à-dire au bout de 90 ans, il n'y aura plus de platine du tout. Donc c'est vrai que c'est quand même un problème. Et donc j'ai remis ici que le facteur 10 était nécessaire. Vous avez ici les valeurs cibles du département de l'énergie, donc le ministère de l'énergie des États-Unis pour 2020. Et en fait, d'une certaine manière, ils sont assez réalistes. Ils ne veulent que par rapport à aujourd'hui diviser par 2, puis encore par 4 en fait les quantités. Et donc ils ne vont pas vers cette division par 10, même dans leur valeur optimale, parce qu'ils savent que ce ne sera pas forcément viable au niveau de la stabilité du dispositif. Donc c'est leur conclusion. Alors, question, est-ce qu'on peut remplacer le platine ? Notamment par exemple des métaux abondants comme le fer et le nickel, qui eux sont beaucoup moins critiques. Le fer n'est pas du tout critique dans les situations actuelles. Le nickel est un peu plus critique. Le cobalt, vous le savez, devient critique parce qu'on l'utilise à l'échelle de la tonne dans les batteries. Mais c'est quand même des métaux qui sont beaucoup plus abondants que les métaux nobles. Alors, il y a un premier problème, c'est vous regardez le diagramme potentiel pH du nickel et vous dites on veut travailler à un milieu acide ici, en fait le nickel, vous êtes dans le domaine de stabilité de l'ion nickel 2+. Donc déjà faire un matériau qui va fonctionner à base de nickel, métallique, on peut déjà à peu près oublier, sauf si on applique une surtension très importante de manière à pouvoir refaire le nickel. Et donc il y a beaucoup de recherches qui vont, et ça c'est une étude comparée, vous voyez que finalement par rapport aux platines, il y a des matériaux à base de métaux abondants qui peuvent être utilisés en milieu acide pour la production d'hydrogène, Hydrogen Evolution Reaction, mais avec des surtensions beaucoup plus importantes de manière à être dans le plus proche possible du domaine de stabilité du nickel. Vous avez d'autres stratégies qui visent à encapsuler la particule de nickel, par exemple par une coquille de carbone, de graphène. Vous avez entendu parler du graphène dont on parle beaucoup, donc c'est une des applications possibles, en disant voilà, on va stabiliser et donc on va pouvoir utiliser le nickel, le nickel pour faire cette réaction en le stabilisant. Donc ça c'est une voie possible. Vous avez une autre voie qui consiste à faire le constat qu'effectivement on est dans le domaine de stabilité de l'ion nickel 2+, mais qu'avec un ion on peut faire des tas de choses intéressantes, notamment de la chimie de coordination et de la chimie organométallique. Et c'est là-dessus que je travaille. En fait, la nature a déjà découvert ça depuis longtemps. Pour toutes ces réactions dont on est en train de parler, qui sont des réactions à plusieurs électrons, plusieurs protons, pour produire l'hydrogène ou pour convertir l'oxygène, le CO2 ou même l'azote en produits d'intérêt, vous avez des enzymes, des métalloenzymes qui sont spécialisés et qui le font avec des efficacités remarquables. Je vous ai mis ici les sites actifs de ces enzymes. L'intérêt de ces sites actifs, c'est qu'ils sont à base de métaux abondants, le fer, le nickel, le manganèse, vous avez du cuivre ici, du molybdène qui est effectivement un élément de la seconde série de transition, mais qui est relativement abondant, aussi abondant que le cobalt par exemple. Et donc tous ces sites actifs en fait peuvent servir d'inspiration pour aller développer des catalyseurs pour ces réactions qui seront des alternatives aux platines et aux autres métaux du groupe du platine pour ces applications technologiques. Alors, je vais me concentrer sur les hydrogénases.
Là, ici, vous avez donc une structure qui a été d'ailleurs résolue à Grenoble, à l'Institut de biologie structurale, d'une hydrogénase à fer. Vous voyez que vous avez la chaîne polypeptidique qui renferme un certain nombre de clusters fer-soufre, des agrégats fer-soufre qui vont conduire les électrons vers le site actif. Et d'ailleurs, je réalise que j'ai mis un petit film, donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin après, parce que je vais pouvoir vous réexpliquer ça. Quand on attache ou quand on physisorbe cette hydrogénase sur une électrode de carbone, on peut mesurer des voltammogrammes cycliques et on voit que le comportement est réversible. Là, vous avez la production d'hydrogène, là, vous avez l'oxydation de l'hydrogène que vous venez de produire ici, et vous voyez que ça se fait autour du potentiel d'équilibre, environ, donc ça dépend du pH où on se trouve, mais là, on doit être vers un pH de l'ordre de 2 ou de 3. Et vous avez ici le potentiel d'équilibre du couple H plus H2. Si on regarde les courants d'oxydation et qu'on les compare aux courants d'oxydation qu'on va mesurer sur du platine, on voit qu'ils sont relativement similaires. Donc en tout cas, dans un certain régime de fonctionnement, parce qu'on n'est pas en train de parler ici d'ampères par centimètre carré comme dans les piles à combustible, le platine il peut faire des ampères. L'hydrogénase, on va rester à quelques milliampères, mais dans certains régimes de fonctionnement, ces catalyseurs sont aussi efficaces que le platine et ils se comportent de manière réversible. La bonne chose, c'est qu'ils ne comportent que des métaux abondants. Donc là, on va voir si le changement d'ordinateur... Donc ça, c'est un petit film qu'on avait fait avec Mathieu Chauvin et qui... faudrait peut-être... Il y a le son là, on va peut-être couper le son. Et qui montre en fait l'histoire de la découverte, de la résolution de la structure de ces hydrogénases. Et ce qui est assez intéressant, ça va venir. Donc là, vous avez l'enveloppe de l'hydrogénase. Avec différentes représentations, et on va arriver à l'intérieur à ces agrégats fer-soufre qui vont servir à amener les électrons vers le site actif. Et le site actif est ici. Donc là, ici, c'est le site actif à base de nickel en vert et de fer en rouge, où la réaction se produit. Oui, c'est surtout pour celui d'après. Je pense que... Et donc là, vous avez pu voir en fait donc ça, c'est en mettant de l'argon dans le cristal, on peut voir les endroits où le gaz se fixe et on peut identifier les canaux dans l'enzyme où les gaz peuvent pénétrer, à la fois pour arriver et pour partir. Donc en fait, c'est vraiment une petite micro-usine où vous avez un chemin pour que les électrons arrivent, un chemin pour que les protons arrivent, et ça, ce n'était pas représenté ici, et puis un chemin pour que le gaz arrive ou parte. Et donc, toute la logistique d'apport des électrons, des substrats et des produits est optimisée. Tu regardes sur ta vidéo si ton volume est à... D'accord. Ah, ouais. Parce que moi, il est à fond sur mon ordi, mais... Ouais. Non, mais je pense que on va se débrouiller. Alors, approche biomimétique, c'est qu'une fois qu'on a cette information structurale, on va pouvoir essayer de s'inspirer de cette structure pour élaborer des nouveaux catalyseurs. Et donc, ça, c'est le site actif que vous avez pu voir, du nickel, du fer, un peu de chimie de coordination et même de la chimie organométallique avec des ions CO. Et donc, si ça, c'est le site actif et que ici, c'est là que se passe l'activité à l'ordre 0, on se dit que on va pouvoir sélectionner un motif. Par exemple, on va se dire, ce qui est vraiment important, c'est que le nickel, fer, ponté par ces deux atomes de soufre sont très importants. Et on va reconstruire autour de ce motif un ensemble de ligands, de molécules organiques, qui vont pouvoir stabiliser un tel motif. Et donc ça, c'est ce qu'on a fait dans le cadre de la thèse de Sigolène Canaguier il y a un petit peu de temps. Et on a pu voir que si on synthétisait cette molécule, en fait, elle était bien active pour la production d'hydrogène. Et j'ai encore un petit film là de la manip. Donc vous avez ici une expérience que d'ailleurs vous pouvez trouver sur le web également, puisque je l'avais montré au Palais de la Découverte. Je vais peut-être le laisser par... Aucune production d'hydrogène. C'est le moment d'ajouter le catalyseur. Et là, ça fonctionne. Le catalyseur est efficace. Voilà les
catalyseur inspiré de l'enzyme, comportant un atome de fer et un atome de nickel. Il fonctionne comme un passeur d'électrons. Les molécules de catalyseur, au contact du barreau de carbone, reçoivent des électrons. En recevant un électron, le catalyseur peut capter un proton qui se trouve à proximité. Un nouvel électron permet la capture d'un deuxième proton et la formation d'une molécule d'hydrogène. Elle se détache du catalyseur et le cycle peut recommencer. C'est très imagé, hein, on est d'accord, mais c'est pédagogique. Alors ce film, vous pouvez, je pense, encore le télécharger pour moins d'€1. Alors, je continue. Pour donner de l'eau et de l'électricité qui, aujourd'hui, fait tourner un petit ventilateur, mais propulsera une voiture dans quelques années. Ce petit ventilateur m'adresse une caractère de miroir à quelque chose d'émouvant. Il est le premier jalon de l'économie de l'hydrogène bioinspiré. Voilà, alors on vient de parler d'un premier jalon de l'économie de l'hydrogène bioinspiré. Pour rester dans une certaine métaphore, si on dit que finalement l'enzyme qui est très rapide, qui est très stable en termes d'activité et qui fonctionne donc à l'équilibre thermodynamique, c'est l'équivalent d'un oiseau. Et ben finalement, nos premiers modèles qui sont à base de nickel et de fer, comme celui-là, qui sont plus lents, peu stables, qui fonctionnent d'ailleurs que dans un sens et avec de grandes surtensions, c'est un petit peu le premier saut de Gustave Trouvé qui avait fait en plus léger l'ornicoptère de Léonard de Vinci et qui a pu quand même faire 70 mètres en volant. On ne sait pas dans quel état il est arrivé au bout, mais si ça doit être, on doit pouvoir trouver. Donc ça, c'était la première étape. Alors, en fait, on peut aller un peu plus loin et on peut s'intéresser vraiment au mécanisme. Vous avez vu dans le petit film qu'on parlait d'un hydrure, donc de cet atome, ce proton qui a été capturé et qui est donc fixé sur les métaux. Donc en chimie de coordination, alors en chimie de surface, on va appeler ça un atome d'hydrogène qui est lié. Mais en chimie de coordination, on applique les degrés d'oxydation formelle, donc on met toute la charge sur l'élément le plus électronégatif. Et là, pour le coup, en face d'un métal, c'est l'hydrogène qui est le plus électronégatif. Et donc, on met toute la charge sur le métal, et donc on va parler d'hydrure. Je réalise qu'il faudrait que je sois là-bas, puisque la vidéo a été prévue comme ça. Donc en fait, au site actif des hydrogénases, là j'ai pris l'exemple de l'hydrogénase fer-fer, vous voyez que finalement la production d'hydrogène se fait par interaction entre cette hydrure qui est fixée sur le fer et puis un proton qui est fixé sur un site voisin, ce petit ligand d'ithiométhylamine. Et donc c'est cette liaison entre un hydrure et un proton qui fait la molécule d'hydrogène. Et on peut reproduire ça dans des molécules chimiques où on est capable d'installer des relais de protons à proximité du site métallique. Et en fait, ces relais de protons vont permettre, une fois qu'on aura fait l'hydrure sur le métal, d'aller réaliser cette interaction hydrure-métal. Et donc ça donne une robustesse accrue en milieu acide et des opérations à faible surtension. Donc en fait, pour filer la métaphore, ça ressemble plus au premier avion de Clément Ader qui a pu voler 200 mètres en combinant une partie biomimétique, l'aile, avec quelque chose d'un peu plus efficace, le moteur à combustion. Et là, par le moteur à combustion, je veux dire en fait des sites métalliques où on va pouvoir mettre l'hydrure, installer l'hydrure de manière un peu plus efficace et dont on peut, par nos connaissances en chimie organométallique et en chimie de coordination, contrôler la réactivité. Alors, le point important, c'est une fois qu'on a ces catalyseurs, c'est d'arriver vraiment à en faire quelque chose d'utile, d'aller vers l'application, vers la pile à combustible, vers l'électrolyseur. Et donc pour faire ça, il faut être capable d'intégrer ces catalyseurs moléculaires dans des matériaux qu'on va pouvoir ensuite mettre dans les piles. Et donc on a réalisé ça en utilisant comme support d'électrode des nanotubes de carbone parce que quand on dépose ces nanotubes de carbone sur une électrode, en fait, on a une très grande surface développée et on a quelque chose d'extrêmement conducteur.
Et ces nanotubes de carbone, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait comment les fonctionnaliser, les décorer avec, par exemple, des fonctions azotées. Et là, ici, on fait ça avec la réduction d'un sel de diazonium. Donc, je sais que le diazonium, c'est quelque chose qui est utilisé, qui est enseigné, j'espère encore maintenant. Non, plus maintenant. Donc, c'était les substitutions électrophiles aromatiques, des choses comme ça. Non, c'est plus enseigné, mais c'est dommage. Les diazoniums, donc, c'est des molécules qui sont relativement stables. Et si on réduit ces molécules-là, en fait, on va éliminer une molécule de diazote, on va créer un radical, et ce radical, en fait, peut établir des liaisons avec plein de substrats, et notamment les substrats carbonés. Donc, une fois qu'on a décoré nos nanotubes de carbone, on peut également modifier nos catalyseurs. Et là, j'ai pris l'exemple d'un catalyseur à base de nickel, qu'on n'a pas développé nous-mêmes, mais qu'on a emprunté à une équipe américaine. Ce catalyseur de nickel, en fait, on peut le modifier pour mettre ici un ester activé, avec un bon groupe partant hydroxyphtalimide, ou alors on peut le modifier avec un groupe pyrène qui va lui directement venir faire une interaction pipi avec le nanotube de carbone. Et donc, quand on réagit ces nanotubes fonctionnalisés avec notre catalyseur qui a été modifié par les fonctions ester activées, eh bien on fait des liaisons amides et puis on greffe le catalyseur sur l'électrode. Donc, on peut voir que ce catalyseur échange bien des électrons avec le nanotube de carbone qui représente l'électrode, puisqu'on peut mesurer la réduction du nickel. Et puis, si maintenant on met des protons, on voit une vague catalytique qui se développe, et ça, c'est ce qu'on observe également quand le catalyseur est en solution. Donc, on a conservé les propriétés catalytiques du complexe. Et donc, on a développé, vous voyez, sur une dizaine d'années, 3 méthodes différentes pour attacher ces complexes moléculaires sur des nanotubes de carbone. Soit en faisant la liaison covalente dont je viens de parler, soit en établissant une interaction de type pi-pi. En fait, on parle de pi-stacking, d'empilement pi, entre donc, ce pyrène qui a été rajouté sur le catalyseur et puis le nanotube de carbone. Et on peut également utiliser des interactions électrostatiques si notre catalyseur porte, comme ici, plusieurs groupements guanidinium donc qui sont fortement chargés positifs. Et donc, en fait, quand on fait ça, quand on met le nanotube, quand on greffe le complexe sur le nanotube de carbone, qu'on enrobe tout ça dans la membrane Nafion, d'une certaine manière, on a reproduit une enzyme complète, c'est-à-dire qu'on a reproduit ici le complexe, il est en interaction avec la surface d'électrode via le nanotube de carbone. Donc ça, c'est ce que le réseau de cluster fer-soufre, c'est la fonction du réseau de cluster fer-soufre dans l'enzyme. Et puis on a protégé le site catalytique via la membrane Nafion, qui est donc ce polymère qui permet de transporter des protons, et on protège un petit peu ce site catalytique de réactions de dégradation, de réactions de dimérisation, d'agrégation et ainsi de suite. Alors ensuite, on peut, alors je ne sais pas si hier Thierry Priet est allé dans le détail de l'assemblage membrane-électrode, mais en fait la manière dont les technologues font pour étudier des catalyseurs, c'est qu'ils se mettent déjà dans une configuration demi-pile, c'est-à-dire juste on étudie une électrode à la fois, on n'étudie pas les 2 électrodes ensemble, et puis le catalyseur il est déposé sur une couche de diffusion gazeuse qui est en fait un tissu de carbone qui va permettre aux électrons d'arriver, puisque le carbone est conducteur. Ce tissu est poreux, ça permet au gaz d'arriver ou de s'échapper. Et puis, on recouvre ça de la membrane Nafion qui va apporter les électrons. Et quand on étudie les électrodes de manière indépendante, on va utiliser une solution d'acide sulfurique qui va apporter les protons qui seraient normalement soit produits, soit consommés à l'autre électrode du dispositif, donc produits dans le cas d'un électrolyseur. Donc ce qu'on a fait nous, c'est qu'on a mis nos nanotubes de carbone décorés avec du nickel à la place du catalyseur classique, et on a été vraiment content de voir qu'on avait avec ces systèmes-là les premiers catalyseurs bidirectionnels et réversibles qui ne comportent pas du métal noble et qui marchent en milieu fortement acide. Donc vous voyez ici en bleu la caractéristique que l'on observe si on est sous azote.
vous n'avez que de la production d'hydrogène. Bien sûr, on fournit de l'azote, donc on ne peut pas oxyder d'hydrogène. Si maintenant vous mettez de l'hydrogène, c'est la courbe rouge. On peut continuer à produire de l'hydrogène puisqu'on fournit les protons, mais quand on est à un potentiel positif, on va pouvoir oxyder l'hydrogène qui peut arriver jusqu'au catalyseur par l'arrière de l'électrode. Et finalement, ces courbes-là sont très semblables en fait, aux courbes qui avaient pu être mesurées un petit peu avant pour des hydrogénases fer-fer déposées sur des feutres de carbone également, avec des courants de production d'hydrogène ou d'oxydation d'hydrogène. Alors, les courants dont je vous parle sont très stables, et donc quand on arrive à calculer la quantité de nickel qui est déposée sur nos surfaces, on a une nanomole par centimètre carré environ. Là, en 10 heures, pour la production d'hydrogène, il y a 100 000 cycles catalytiques par molécule absorbée, et vous voyez qu'on n'a pas de perte d'activité. La cerise sur le gâteau, c'est que, au contraire du platine qui est complètement empoisonné par du monoxyde de carbone, ce catalyseur à base de nickel n'est pas capable de fixer le dioxyde de carbone. Donc en fait, vous avez un courant très très stable, même en présence de dioxyde de carbone, qui est un polluant qu'on trouve dans beaucoup d'hydrogène produit actuellement à partir de gaz naturel. Et c'est un des gros problèmes de l'implémentation des piles à combustible, c'est la qualité de l'hydrogène que vous mettez, parce que si vous avez un hydrogène qui contient trop de CO, et dans l'automobile on est en train de parler de moins de 0,2 à 1 ppm de CO, ben vous pouvez carrément tuer votre pile à combustible. Donc c'est quand même 22% du prix de l'automobile, donc c'est quand même un petit peu un problème. Surtout qu'elles ne sont pas données ces voitures. Alors, au cours des 10 dernières années, ça c'était les résultats qu'on a pu publier en 2009, où on voyait on avait 1 mA pour l'oxydation d'hydrogène. En 25 ans, en 10 ans, on a pu passer, vous voyez ici, à 25 mA environ pour la production d'hydrogène. Et donc on continue à travailler, à augmenter ces choses-là. Et je vais juste vous présenter en fait les résultats des travaux de thèse de Nathan qui vient de partir en postdoc, où en fait en optimisant la formulation et en combinant ces nanotubes de carbone avec du fullerène, il est arrivé, vous voyez, à monter, on était, je vous ai dit, à une vingtaine de milliampères, et il est arrivé à monter à plus de 100 milliampères par centimètre carré. Donc on est encore en train de progresser, et on dépasse l'état de l'art, des matériaux qui n'ont pas de platine, parce que le platine, il est au moins là, et peut-être même encore plus haut. Et en fait, l'idée de ces agrégats, de l'ajout de fullerène, c'est que le fullerène, il est là pour permettre à l'hydrogène, qui est relativement hydrophobe, de trouver son chemin jusqu'au catalyseur. Parce que si le naphion est relativement imperméable à l'hydrogène, c'est pour ça qu'on l'utilise en membrane dans les piles à combustible, pour éviter que l'hydrogène et l'oxygène se rencontrent. Et puis, on a besoin d'eau, le naphion se gorge d'eau, donc l'hydrogène n'est pas très soluble dans l'eau. Donc l'idée, c'est de rajouter un réseau de fullerène qui va permettre de percoler et permettre à l'hydrogène de percoler et d'atteindre le catalyseur. Et donc j'aurais tendance à dire qu'avec ce genre de système, on est peut-être maintenant, pour continuer à filer la métaphore, à un petit aéroplane qui a été quand même crucial dans la Seconde Guerre mondiale. On a pu, au cours de cette thèse, produire les premières piles à combustible qui n'ont pas du tout de platine, en combinant ces matériaux avec des matériaux qui sont faits chez un autre collègue du CEA à Saclay, donc sur la région parisienne, des matériaux à base de cobalt qui réduisent l'oxygène en eau. On a pu obtenir des piles à combustible avec des puissances de sortie de l'ordre de 15 milliwatts par centimètre carré, quand on était capable, théoriquement, à partir des courbes intensité potentielle mesurées aux deux électrodes, de prévoir un maximum à 17 milliwatts par centimètre carré. Donc tout ça est relativement cohérent. Donc maintenant, il y a un gros travail d'intégration et de continuer à augmenter les puissances pour arriver à avoir l'équivalent d'une caravelle et à pouvoir les mettre dans les dispositifs que Thierry Priem vous a montré hier. Alors, je vais terminer sur ce que je vous avais promis, c'est-à-dire les aspects de chimie solaire. Vous avez ici la représentation de ce qui se passe dans les plants, c'est la photosynthèse, où vous avez deux photosystèmes qui absorbent les photons, ces photons en fait sont convertis en énergie chimique par une séparation de charge, séparation électron-trou qui se fait au niveau des pigments, et puis les trous
sont transférés à un cluster qu'on appelle le cluster de dégagement d'oxygène. Alors quand je parle de trous, on est bien d'accord, hein, c'est des électrons qui ne sont plus là. C'est une manière de physicien de décrire la réaction. Et une fois que, en fait, on a accumulé 4 équivalents oxydants, qui est le terme plus précis en chimie, sur ce cluster de dégagement d'oxygène, on va pouvoir oxyder l'eau en oxygène. Et puis, les électrons, eux, sont envoyés dans la chaîne photosynthétique. En fait, le principe de séparation électron-trou repose sur une cascade de transfert d'électrons, en fait, avec des potentiels qui deviennent de plus en plus positifs, donc qui vont un peu, qui vont être moteurs pour ce transfert d'électrons. Et donc à un moment donné, l'électron a perdu toute l'énergie qu'il avait acquis au départ par le processus photochimique. Donc il y a un second photosystème qui lui redonne le potentiel nécessaire, le potentiel réducteur nécessaire. Et donc cet électron, il est ensuite transféré à une protéine fer-soufre et puis à des enzymes, par exemple la FNR qui va produire le NADPH, qui est la forme masquée de l'hydrogène dans les cellules. Et c'est le réducteur qui va être utilisé au niveau du cycle de Calvin pour fixer le CO2 et produire la biomasse. Alors dans certaines microalgues, en fait, l'électron est directement transféré sur une hydrogénase qui va produire de l'hydrogène. Alors chez ces microalgues des processus transitoires qui en fait ne sont pas du tout là pour produire de l'hydrogène. C'est simplement quand la microalgue reçoit de l'énergie et qu'elle ne sait pas quoi en faire, parce qu'elle n'a pas les moyens dans son environnement de faire de la biomasse, et ben en fait, elle libère l'énergie sous forme d'hydrogène qu'elle évacue. En fait, c'est plutôt ça dans ces microalgues. Mais vous avez des bactéries dans les fonds marins qui, elles, vivent d'un métabolisme de l'hydrogène où elles savent. Et vous avez également dans les sols certaines bactéries qui peuvent reprendre cet hydrogène qui a été produit. Et puis, il y a tout un trafic d'hydrogène dans les sols. Alors, pour le chimiste, cette photosynthèse, on peut la simplifier en deux processus majoritaires. Le premier, la conversion de l'énergie lumineuse en un potentiel électrochimique à travers la membrane, une différence de potentiel à travers la membrane, par absorption d'un photon et création de paires électrons-trous au niveau de photosensibilisateur moléculaire. Et donc ensuite, une séparation spatiale des charges. Et puis, ça a finalement été déjà utilisé pour mettre au point 2 technologies photovoltaïques. Les cellules à colorant, que vous connaissez peut-être sous forme de cellules de Grätzel, qui sont d'ailleurs, que vous pouvez faire en travaux pratiques. Enfin, c'est pas donné, mais SolarOnyx en Suisse vend des kits que vous pouvez utiliser pour faire ça. Et puis les cellules, on va dire, organiques, cellules solaires organiques, qui elles aussi sont basées sur des transferts d'électrons entre 2 composants, un composant donneur et un composant accepteur, qui sont tous les 2 de nature moléculaire. Et puis, il faut coupler cette production de potentiel électrochimique à de la catalyse de manière à rendre le système complètement irréversible et puis produire les carburants. Alors, nous, on est rentré dans... Alors, voilà, ça c'est juste une diapositive pour vous dire que les cellules à colorant sont maintenant faites sur des grandes surfaces. Ça, c'est le hall de l'EPFL à Lausanne, le grand hall, qui est décoré avec ces panneaux solaires photovoltaïques qui servent également de fenêtres. Alors nous, notre entrée dans le domaine, ça a été en 2008, quand on a couplé un de ces catalyseurs bio-inspirés, les cobalaskimes dont je vous ai parlé tout à l'heure, un de ces complexes, ces analogues de l'avion de Clément Ader, avec un complexe de ruthénium qui est un photosensibilisateur bien connu en chimie de coordination. Et donc, quand on voulait mimer le couple entre l'hydrogénase et le photosystème 1 en faisant ça. Et donc, quand on éclaire en solution ce composé, en présence d'un donneur sacrificiel d'électrons, on produit de l'hydrogène avec plusieurs turnovers. Donc là, ici, l'énergie primaire, ce n'est pas de l'électricité, c'est bien la lumière. Alors, comment ça fonctionne ? En fait, vous avez ici donc, la molécule, les orbitales moléculaires et puis les potentiels associés. Donc en fait, quand on excite le ruthénium, on a un électron qui va partir des orbitales D et qui va aller vers une orbitale antiliante pi-étoile qui est dans un de ces ligands bipyridines. Ensuite, il va y avoir un changement de spin, une formation d'un triplet qui va être beaucoup plus stable.
et qui va permettre à cet état excité de durer quelques microsecondes. Donc là, ici, on est à ce niveau-là où on a notre ruthénium 2 excité. Et donc, ce ruthénium 2 excité va être capable de transférer un électron de cette orbitale pi antiliante vers le catalyseur. Alors là, vous voyez, on n'a pas terminé, on a toujours un ruthénium 3, il faut le régénérer. Alors c'est là que notre triéthylamine que je vous ai présenté tout à l'heure entre en jeu. Puisque bon, ce qu'on espère, c'est que ce catalyseur-là va produire de l'hydrogène ensuite par les mécanismes que je vous ai présentés tout à l'heure. Alors en fait, c'est un peu plus compliqué. Ça, c'est la manière simple de présenter, mais ça ne se passe pas exactement dans cet ordre. En fait, ce qui se passe vraiment, c'est que vous excitez le ruthénium, et puis dans cet état-là, vous allez avoir le transfert la réduction par la triéthylamine qu'on met en quantité beaucoup plus importante. Et donc vous régénérez votre ruthénium 2 ici, et puis une fois que vous avez votre ruthénium 2, votre électron qui est présent sur l'orbitale antiliante va pouvoir être transféré au catalyseur qui va médier la réaction. Donc ça, c'est ce qui se passe vraiment dans notre solution. Et alors le problème, c'est qu'ici, on forme des radicaux. Et les radicaux, vous savez, c'est jamais très bon pour la stabilité. Ça réagit un peu avec tout, et notamment, ça va venir dégrader à la fois le catalyseur et le ruthénium sur la durée. Donc, en fait, pour essayer d'éviter d'utiliser ces réducteurs sacrificiels, qui en plus ne sont pas très durables, en fait, il faut quand même avoir une amine disponible, l'idée, c'est de prendre ce photocatalyseur, de le mettre sur une surface, et puis de faire une photoélectrode, en fait, et de coupler cette photoélectrode, puisque là, on a toujours besoin d'électrons, avec une photoanode, c'est-à-dire une autre photoélectrode, qui, elle, va être capable d'oxyder l'eau, et de fournir l'électron à notre photocathode et à notre photocatalyseur pour produire l'hydrogène. Donc ça, c'était l'objectif de notre projet. On a commencé en 2008 et on vient de publier le premier résultat cette année, il y a quelques mois. Je vais vous présenter ça. Donc en fait, je fais ça avec ma collègue Muriel Chavarot-Kirlidou au laboratoire, et Nicolas Keffer a été un étudiant assez brillant sur le projet, et Nicolas a pu synthétiser cette molécule-là qui couple. Alors là, le photosensibilisateur est une molécule organique de type push-pull. C'est-à-dire vous avez une partie qui est plutôt donneur d'électrons, une partie qui est plutôt accepteur d'électrons. Et donc quand on va exciter cette molécule avec un photon, on va provoquer la transition de la densité énergétique de cette partie de la molécule vers cette partie-là, qui est localisée près du catalyseur. Donc le transfert de l'électron vers le cobalt va être facilité. Et de fait, on est toujours dans notre modèle où on a un donneur d'électrons sacrificiel. Quand on irradie ce système-là, on voit qu'on est capable, s'il n'y a pas de protons en solution, de former une espèce bleue. Vous avez ici son spectre UV visible, qui est caractéristique d'un complexe de cobalt 1 qui est le moteur, enfin l'entrée dans le cycle catalytique de production d'hydrogène. Le cobalt 1 va réagir avec un proton pour faire le fameux hydrure de cobalt 3 qui va ensuite être réduit et qui va réagir avec un second proton pour dégager la molécule d'hydrogène. Alors, quand on déprotège cette molécule qui était protégée ici au niveau de ces encres carboxylates et que l'on la greffe sur un matériau semi-conducteur transparent comme l'oxyde de nickel, on est capable, en irradiant cette électrode, d'observer des courants photogénérés stables qui correspondent à de la production d'hydrogène avec ici un rendement faradique de 10%. Ça veut dire qu'il n'y a que 10% des électrons que l'on mesure ici qui se retrouvent sous forme d'hydrogène à la fin, parce qu'on a des phénomènes de décomposition qu'à ce stade-là, en fait, en 2016, on ne maîtrisait pas trop. Plus récemment, on a appliqué la même stratégie avec, cette fois, non pas une molécule, on va dire, où on a attaché de manière covalente le catalyseur au colorant, mais où finalement le catalyseur à base de cobalt et la molécule sont greffés de manière indépendante sur la même surface, et finalement ça marche aussi bien. Et avec ce catalyseur-là, cette cobaloxime, alors ne me demandez pas pourquoi, on ne sait pas encore, avec ce catalyseur-là, on a moins de phénomènes de dégradation, et on voit que 90% des électrons qu'on peut mesurer lors de la photoexcitation, qui sont des électrons photogénérés, se retrouvent sous la forme d'hydrogène.
Donc, une fois qu'on a ça, on a collaboré avec des collègues japonais qui, eux, avaient des matériaux un petit peu plus performants d'électrodes. C'est plus de l'oxyde de nickel, mais c'est un oxyde mixte de cuivre et de gallium. Et donc, en faisant la même construction sur ces électrodes-là, on gagne un petit peu en densité de courant photogénéré et puis en potentiel auquel on mesure ces courants. Et on a été capable de coupler cette nouvelle électrode photoélectrode moléculaire avec une photoanode que je vous avais présentée derrière, qui est à base d'un oxyde de tantale, un oxynitrure de tantale, qui est donc la partie qui absorbe la lumière, couplée à un catalyseur à base d'oxyde de cobalt qui va oxyder l'eau en oxygène. Et si on couple ces deux électrodes, donc là vous avez les intensités les courbes intensité potentielle sous éclairement, on dit haché, enfin intermittent. Donc vous avez chaque fois qu'on allume la lumière, vous voyez que le courant arriver, et puis quand on éteint la lumière, le courant retombe à zéro. Donc en fait, le point de fonctionnement est environ ici pour les deux électrodes. Et donc quand on coupe les deux électrodes et qu'on les éclaire en même temps, on arrive à mesurer donc un courant qui correspond à ce point de fonctionnement ici, qui est relativement stable et qui correspond à de la production d'hydrogène et d'oxygène par décomposition de l'eau, des rendements de l'ordre de 90%. Alors vous voyez que le rendement de conversion complet de l'énergie solaire vers l'énergie chimique est ridicule. Il est aussi émouvant, comme on disait dans le film. Hein. On ne parle même pas de ppm, enfin si, on est à quelques ppm. Donc c'est une première étape. Il y a d'autres approches qui sont beaucoup plus qui sont un peu plus matures. Vous avez ces feuilles artificielles qui ont été développées par Nocera et qui sont en fait des matériaux semi-conducteurs qui ont été initialement développés pour le spatial, en fait, donc qui sont quand même relativement coûteux, mais que l'on peut... ça, c'est des empilements de jonctions PN de semi-conducteurs. Donc, vous avez 3 jonctions PN de semi-conducteurs qui sont assemblées dans une petite feuille qui ressemble à une petite feuille métallique. Et si vous déposez des catalyseurs, pareil, le même catalyseur à base de cobalt, et puis là, ici, un alliage nickel-molybdène, mais on peut mettre d'autres choses, on peut mettre des catalyseurs moléculaires dessus. Là, vous allez 2 à 3% de conversion solaire. Et plus vous allez vers des matériaux coûteux, des technologies un peu avancées, là, il y a des dispositifs similaires à ça, mais qui vont utiliser des métaux nobles, qui sont maintenant à 19%. Donc ça, c'est une recherche qui se fait beaucoup au niveau européen, mondial, et qui est plutôt des sciences des matériaux que je ne maîtrise pas, mais que je commence à être convaincu que c'est là qu'il faut aller si vraiment on veut, à court terme, résoudre le défi. Maintenant, les approches moléculaires que je vous ai présentées, ça a l'avantage, sur le très long terme, d'être probablement ce qui va être le moins coûteux en matière, le plus économe en matière, même si aujourd'hui on a des gros problèmes de compréhension et de contrôle de ça. Donc voilà, au laboratoire pour l'instant, on est au niveau de petits dispositifs comme ça. Celle-là, je crois que si je clique dessus, on voit quelques bulles. Donc ça a été... C'est bizarre que ça se soit mis comme ça. Vous voyez, quand on éclaire, en fait, on commence à voir quelques bulles. Donc ça, c'est quand vous avez des courants de l'ordre du milliampère par centimètre carré, on commence à enfin, c'est assez facile de voir les bulles. Donc au laboratoire, on développe ce genre de système avec des petits démonstrateurs. On est à l'échelle de quelques centimètres carrés, mais en collaboration avec, dans le cadre d'un projet européen, on a pu utiliser nos approches pour faire un démonstrateur qui a une efficacité de conversion de 2 à 3% et qui fait 1,6 mètre carré. Et donc qui fonctionne à base c'est une centaine de modules comme celui-là, qui sous éclairement solaire sont capables de produire de l'hydrogène. Donc, en conclusion, la chimie, enfin l'approche bio-inspirée, c'est la reproduction pour résoudre un problème technologique, soit du fonctionnement d'un système biologique isolé, par exemple, comment on s'inspire d'une enzyme pour mettre au point un catalyseur, qui va pouvoir être utilisé pour les technologies hydrogène, et je vous ai montré ce qu'on faisait dans ce domaine, soit la reproduction d'une fonction biologique globale
comme le stockage de l'énergie lumineuse. Et là, c'est la photosynthèse artificielle, où vous voyez que finalement, dans les derniers exemples que je vous ai montrés, il y a des semi-conducteurs sur lesquels on a déposé des catalyseurs. La bioinspiration, elle n'est pas au niveau intime, elle n'est pas au niveau moléculaire, elle est au niveau de, la nature sait faire ça, pourquoi et elle le fait avec des rendements corrects, avec une utilisation optimale de matière, avec, j'en ai pas parlé, des mécanismes d'auto-réparation qu'on ne sait pas encore reproduire, ou alors la nature sait valoriser le CO2, elle sait capter le CO2 dans l'air, on commence à avoir des technologies pour le faire, c'est cher, mais c'est vers là qu'il faut aller, et puis valoriser ce CO2 pour finalement, que font les plantes? Elles utilisent le CO2 pour alimenter leur métabolisme. Donc on peut très bien utiliser le CO2 pour alimenter notre économie. C'est une manière de concevoir l'approche inspirée au niveau plus global. Voilà, je pense que j'ai terminé. Alors si vous êtes intéressé, alors c'est un texte en anglais mais qui est quand même assez simple. C'est ce qu'on appelle un white paper, donc un papier de positionnement sur la chimie solaire qu'on a écrit il y a quelques années et qui a été à la base de cette grande initiative Sunrise dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, et puis je termine en remerciant tous les gens qui sont passés dans le groupe au cours des dernières années, et ceux qui sont à présent dans le groupe sont en bleu. Donc vous voyez, c'est un groupe environ d'une quinzaine de personnes qui se renouvellent tout le temps avec des étudiants et puis un certain nombre de permanents. Et puis on remercie les financements sans qui, en fait, il se passerait à l'heure actuelle plus grand-chose en recherche, sans oublier les tutelles donc, du laboratoire. Et je vous remercie pour votre attention.